Et paf! Transformation. Bonjour et bienvenue dans ma grotte. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi le jeu vidéo indépendant, c'est trop cool. Précédemment, nous avions abordé le sujet de Coffee Stain et de sa place dans l'industrie du jeu vidéo. Une fiche apparaît en haut à droite de l'écran pour aller la voir si ça vous intéresse. Car aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser qu'à un studio indépendant, mais bel et bien à l'industrie du jeu vidéo indépendant dans son ensemble. Alors, pour commencer, c'est quoi le jeu vidéo indépendant ? Le jeu vidéo indépendant, c'est tout un morceau de l'industrie vidéoludique, regroupant les développeurs et studios de développement dénués d'éditeurs. Les créateurs ont donc le choix de rester indépendants ou de vendre les droits d'exploitation de leur jeu à un éditeur, comme l'a fait Treyarch avec la licence Call of Duty auprès d'Activision par exemple. D'ailleurs, les licences les plus rentables du jeu vidéo sont commercialisées par des éditeurs, même si on va voir que ça a tendance à changer depuis quelques années, car le jeu indé est en pleine effervescence. J'en veux pour preuve que vous avez forcément joué à un jeu indé récemment, que ce soit Tales of Arion, The Forest, It Takes Two ou un des nombreux titres qui ont afflué dernièrement sur le marché. Ces jeux, pour les conserver comme exemple, ont été développés par Outbug Studio et Azulite Studios et ils se sont respectivement écoulés à 200 000 et 5 millions d'exemplaires. En comparaison, un bon gros FIFA s'écoule en moyenne à 325 millions d'exemplaires. On pourrait se dire que s'ils se vendent moins bien, c'est tout simplement parce qu'ils parviennent à toucher moins de gens. COD, FIFA, Just Dance sont beaucoup plus accessibles au grand public, pas besoin d'avoir de références particulières ou de game knowledge hors du commun. Et pourtant, vous connaissez Minecraft ? Vous savez, ce jeu qui a eu plus de 100 millions de joueurs depuis sa sortie ? Eh bien, ce jeu fut développé par un homme, Marcus Persson, en totale indépendance. Il fréquentait l'univers des Game Jams tout en étant développeur pour des studios comme King, les créateurs de Candy Crush. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une Game Jam, le principe est de créer un jeu vidéo de A à Z dans un temps imparti. À la fin, un jury teste les jeux et décerne des prix aux meilleurs d'entre eux. Marcus a présenté plusieurs versions du code de Minecraft jusqu'à ce qu'en 2011, il révèle la V1 du jeu que tout le monde connaît, remportant la victoire, et 2,5 milliards de dollars de la part de Microsoft pour le rachat du jeu 3 ans plus tard. Ce jeu tout cubique, que beaucoup considéraient comme moche, futile ou pour les enfants, et que tous les gens de ma génération connaissent pourtant aussi bien que Pokémon, la franchise la plus rentable de tous les temps. Comment est-ce qu'un seul homme a pu créer quelque chose de si fort qu'il surpasse l'œuvre d'un géant comme Game Freak, les créateurs des monstres de poche ? Et qu'est-ce qui différencie un créateur indépendant d'un créateur conventionnel ? Parce que Satoru Tajiri, le créateur de Pokémon, est aussi un seul cerveau responsable de la création de tout un univers. Alors qu'est-ce qui fait que le jeu vidéo indépendant dispose d'un statut si particulier au sein de l'industrie et dans le cœur des joueurs ? Il faut déjà comprendre qu'un jeu vidéo, au même titre qu'un film ou qu'une toile, est à la fois une œuvre d'art et un produit. Ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui, en voyant le nombre phénoménal de professions présentes sur le développement de certaines licences. Du level design à l'ambiance sonore, du game design à la création de messages commerciaux. Le jeu vidéo est aujourd'hui un marché aussi puissant que celui du cinéma ou de la musique. Mais et le jeu vidéo indépendant dans tout ça ? On parle bien de musique underground, est-ce qu'il y a vraiment un parallèle ? Ou avec le cinéma indépendant ? Qu'est-ce que c'est que tout ce foutoir ? On va tout clarifier. L'industrie du jeu vidéo est composée de plusieurs grandes parties interdépendantes entre elles. Déjà, nous avons les plus grandes entités du marché, comme Xbox Game Studios, Tencent, Sony ou Embracer Group, celles qui représentent le médium dans sa globalité auprès du grand public. Ce sont elles qui catalysent la majeure partie de l'attention des médias et qui ont la capacité d'impacter le jugement des gouvernements. En gros, les studios et éditeurs qui pèsent. Parenthèse sur les éditeurs d'ailleurs, parfois quand vous voyez estampillé EA sur une boîte de jeu, c'est uniquement parce qu'EA a financé le jeu, mais en aucun cas parce qu'ils ont participé à son développement. C'est une stratégie plutôt courante, j'en parle dans la vidéo sur Coffee Stain. Et justement, juste derrière, ou plutôt aux côtés de ces géants du marché, se trouvent les studios qu'ils ont, nouvellement ou pas, acquis. On retrouve notamment des studios comme Activision Blizzard, acheté par Microsoft en 2022, ou DICE, acheté par EA, ou encore Bungie, qui passe de main en main au fil du temps. Ces studios sont généralement concentrés sur le développement de jeux spécifiques, étant donné qu'ils appartiennent à un groupe qui leur attribue des projets bien délimités et des deadlines qui vont avec. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des équipes de 10 personnes qui développent des jeux AAA en 8 mois, en remote, pour un tiers du salaire en vigueur dans le pays où se trouve le siège du studio. Vous l'aurez compris, j'ai une certaine rancœur envers ces compagnies dirigées par des businessmen qui pourraient vendre des brosses à dents, mais qui ont eu un bon placement à faire sur un studio de développement.
Ils se contentent d'essorer les licences jusqu'à la dernière goutte, des licences que nous aimons, pour ensuite les jeter aux oubliettes. Donc, on a parlé des géants, on a parlé de leur poule aux œufs d'or, mais quid de l'industrie indépendante? C'est pour ça qu'on est là. J'y viens. Parce que tous ces studios, vous pensez qu'ils sortent d'où? Eh oui, tous ces studios ont un jour été indépendants. Tout comme le Blizzard Entertainment de la première heure, encore regretté par ses fans, qui était composé de 3 personnes à l'origine, avant d'être racheté par Vivendi Games, une entreprise française. Tous vos jeux ont fait partie ou ont été influencés par l'industrie vidéoludique indépendante. Et c'est ça qui rend cette partie du marché si intéressante, car on ne peut jamais prévoir ce qui va en émerger. Des fois c'est un Binding of Isaac, parfois un Doki Doki Literature Club, ou un Valheim. Je pourrais vous citer une liste de jeux indépendants longue comme le bras pour vous dire à quel point les deux parties de l'industrie et leur création se mêlent. Il y a encore quelques années, voir un Minecraft dans le même store que Halo était très compliqué car la crédibilité du médium était encore balbutiante auprès des instances qui gèrent l'exposition du jeu vidéo dans les médias. Les compagnies de divertissement marketaient les jeux comme des jouets, notamment à cause du crash du jeu vidéo de 1983. Et donc, l'industrie du jeu indé était vue comme marginale et dénuée de potentiel commercial. Mais nous vivons à une époque où, grâce à la technologie, grâce à l'accès à l'éducation, grâce au confort de notre mode de vie du 21e siècle, nous avons étendu la possibilité de créer. Nous avons donné la chance aux artistes, aux développeurs, aux entrepreneurs de nous émerveiller en nous présentant leur version du monde, leur version du rock, leur version du cinéma d'horreur ou leur version du RPG tour par tour. Nous vivons à une époque où chacun peut faire entendre sa voix et proposer sa vision du jeu vidéo. Évidemment, toutes les voix ne sont ni entendues ni écoutées, mais il est nécessaire qu'elles perdurent, car à l'instar de cette vidéo, elles influenceront peut-être le jugement de ceux qui les écoutent. Car sans industrie indépendante, plus d'innovation, et sans innovation, le jeu vidéo ne pourra pas évoluer au même rythme que ses joueurs. La diversité des produits apporte la diversité des consommateurs, et donc la diversité des demandes, qui alimente la diversité de l'offre, et donc des produits, et ainsi de suite. Mais une partie non négligeable des jeux indés ne répondent pas directement à un impératif commercial, et sont soit des projets étudiants, soit des premiers jets chanceux, soit des challenges personnels ayant évolué pour devenir des projets à part entière. Et tous ces projets, toutes ces tentatives, ces échecs et ces réussites composent et animent l'industrie indépendante. Car le jeu indé est caractérisé par la liberté de ses projets, en tant qu'ils répondent aux envies de son créateur avant toute chose. Et cette liberté est tout ce que les investisseurs ne comprennent pas, tout ce qui ne se compte pas en monnaie fiduciaire, tout ce qui ne se perçoit qu'au travers du gameplay. Car, ne nous mentons pas à nous-mêmes, les seuls bons jeux sont ceux auxquels leur créateur joue. Si tu aimes ton jeu, alors il y aura au moins une autre personne dans ce monde qui l'aimera aussi. Ça vaut pour les poèmes, les chansons, les vidéos YouTube, etc. Il est donc de notre devoir de soutenir cette industrie qui crée pour nous, mais avant tout pour elle-même, par passion et par amour du jeu vidéo. Et si tu te sens une âme de créateur ou de créatrice, alors lance-toi et donne tout ce que tu as, tant que ça fait du sens pour toi. Merci beaucoup d'avoir regardé jusque-là. N'hésite pas à liker, commenter, partager, t'abonner, rejoindre mon Discord, follow mon Twitch pour me donner de la force. La prochaine fois, on parlera de l'actualité des développeurs qui ont fait l'âge d'or de Blizzard, ce qu'ils deviennent, les studios qu'ils ont créés. Il y a pas mal de choses à dire. Est-ce que le WoW Killer viendra d'un de ces studios? Vous le saurez dans ma grotte. Ciao!